Salut à tous, c'est Ponk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de culture hypnose, va parler un petit peu de cette mauvaise image que peut avoir l'hypnose. On le connaît très très bien, on va souvent avoir des personnes qui nous disent bah l'hypnose ça peut nous manipuler, ça peut nous brainwasher, ça peut nous faire dire des vérités, ça peut nous faire ne pas nous réveiller, ça peut nous induire des choses folles, etc. Et il y a derrière tout ça une part de vérité, même si beaucoup d'hypnose, notamment dans l'hypnose d'accompagnement, l'hypnose médicale et dans l'hypnose de scène, on va très souvent dire non, non, vous êtes toujours la personne qui dirige, mène et oriente complètement votre esprit et vous avez une capacité, un observateur caché, vous avez une compétence de dire non à un ensemble d'éléments. Certes, tout ceci a été déjà prouvé maintes fois qu'il n'y a pas vraiment de protection et que, avec un conditionnement très intense ou des personnes avec une forte hypnotisabilité, on peut avoir des phénomènes hypnotiques dits de manipulation qui fonctionnent réellement. Maintenant, c'est pas quelque chose de simple. La plupart du temps, les personnes qui faisaient ça le faisaient sur des sujets qui étaient plus ou moins d'accord. On a pu le voir à des périodes, notamment pendant la guerre froide. Et il y avait derrière une recherche très spécifique, notamment de créer des agents doubles, notamment de faire tuer potentiellement des personnes. Je reviens toujours sur la même vidéo très connue, mais qui a au moins validation par la BBC, c'est celle où Darren Brown construit un assassin, et on voit à la fin de la vidéo que il va réussir parce que le sujet qui avait été sélectionné, qui avait adhéré à pas mal de choses, à la fin tire sur une personne dans un théâtre, bien sûr. Le coup de feu était faux, mais l'ensemble de la démarche était une expérimentation qui a fonctionné. Alors bien sûr, c'est des exceptions, comme je vous dis, il y a un rapport d'hypnotisabilité qui est très important, mais on peut comprendre du coup pourquoi l'hypnose est mal vue. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que derrière les grands hommes politiques du XXe siècle, on a pu avoir des hypnotistes. Et là, on revient à quelque chose d'assez obscur, c'est-à-dire que l'hypnose reste mystique et mystérieux, et comme, on va dire, au début du XXe siècle, Charcot et l'école de Nancy, donc l'école de Paris et l'école de Nancy, ont démontré un rapport psychothérapeutique avec l'hypnose, notamment, surtout l'école de Nancy, on peut se dire, bon, l'utilisation de l'hypnose se fait dans des conditions bien spécifiques, et du coup, là-dedans, on voit qu'il y a des résultats qui sont positifs dans la gestion de la douleur, dans la gestion de l'hystérie à l'époque, etc. Et c'est plutôt une chose positive, donc on peut limiter, ou en tout cas diminuer un ensemble de croyances qui pourraient être négatives. Par contre, il y a quand même, au travers de l'hypnose de scène, et n'oubliez pas qu'au début du XXe siècle, il y avait certainement plus d'hypnose de scène qu'il y en a aujourd'hui, bien que maintenant il y a quand même beaucoup d'hypnotistes, mais vu qu'on a plus de divertissement, on les voit peut-être moins qu'à une certaine période, et ils avaient souvent une compétence qui était après relayée dans, alors j'exagère le mot, mais des espèces de salons, notamment en Autriche, notamment en Allemagne. Freud a été dans une période où il y avait un hypnotiste qui avait été à la fois mis en avant et vilipendé, ça dépend par qui, par où, quand, comment, autant dans la sphère de la médecine, où ils allaient trouver qu'ils faisaient des choses incroyables, et les autres disaient mais non, on a prouvé que c'était faux, etc., toujours avec des rapports avec le mesmérisme, etc. Néanmoins, il y avait donc beaucoup de ces hypnotistes de scène qui, comme Dave Hellman ultérieurement a pu aider des personnes en hypnose médicale, qui en plus faisaient de la prestidigitation, j'arrive à le dire, de la médiumnie pour certains, mais là on pourrait se dire, ça reste encore la magie de divertissement entre guillemets, et étaient mentalistes, où on sait que c'est
une facette de la magie. Et je parle pas de magie ésotérique, je parle vraiment de magie pratique pour les spectacles. Et notamment, alors de mémoire, je crois qu'il s'appelait Anusson, qui a été un hypno au service d'un type qui s'appelait Adolf Hitler. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on a eu Staline qui a eu aussi des hypnos. On a eu Raspoutine, je crois, pour le tsar, le dernier tsar qu'il y avait en Russie. Et très régulièrement, il y avait des hommes d'influence connaissant les routines hypnotiques, la façon d'intéresser, de divertir. Alors, c'est pour ça que je trouve que hypnose et magie, c'est toujours quelque chose d'extrêmement intéressant dans le rapport manipulatoire. Parce que si vous connaissez des magiciens, vous savez à quel point, notamment des techniques comme la misdirection et autres, vont vous amener dans des sphères complètement d'incrédulité où on va être en train de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, comment il a fait ça, c'est fou, etc. etc. Et justement, dans l'apprentissage, la répétition qu'ont les mentalistes, les magiciens, puis bien sûr les hypnotistes, on va avoir des liens, on va avoir des éléments sur la façon d'amener les idées, de fasciner les gens, et je parle pas forcément de fascination du regard, même si dans les années 30-40, avec le petit bonhomme moustachu allemand, on a eu cette notion de fascination, où beaucoup de personnes disaient « Regardez comment il parle, il hypnotise les foules ». Et effectivement, il avait un hypno derrière, qui a montré des façons de parler, des rythmes à donner, des intonations à avoir, des gestes à avoir, et on voit même certaines photos, alors ça vous pouvez le retrouver dans le bouquin de Brice, Le Maire, Histoire de l'hypnose, où on voit un moment Adolphe, je crois qu'il est comme ça, et pareil, on voit de cette façon-là, et on voit l'hypnotiste avoir exactement la même tenue et le même geste pour aller vers la notion de convertir les esprits, orienter les esprits. En plus, si vous avez eu écho ou vous avez lu Mein Kampf, vous savez que Hitler, considérant les masses comme des abrutis, qu'il fallait absolument diriger et mener, utilisant la masse plus un peu la terreur, il y avait un ensemble d'éléments où on le sait, la transe se diffuse, et quand on a certaines compétences, certaines aptitudes et surtout un système stratégique, parce que là on peut revenir sur la façon dont Goebbels amenait un ensemble d'éléments au travers de la propagande, au travers de l'imagerie, au travers de la mise en scène. N'oubliez pas, les deux là, et notamment Adolphe, étaient quelqu'un qui s'intéressait énormément à l'art. On parle beaucoup de ses échecs à l'art, mais c'était quelqu'un qui était passionné par ça, qui était passionné par la notion du théâtre, de la théâtralisation. Idem pour Goebbels, qui était quelqu'un qui lisait énormément et qui avait une grosse connaissance de tout ça. C'était pas un propagandiste de talent, malheureusement pour nous, et en tout cas l'ère qui est passée, sans qu'il y ait réellement des choses qu'il maîtrisait complètement. Et les mises en scène de plein de choses, des héros de guerre et autres, mais surtout des discours, avec en plus l'ensemble des éléments hypnotiques, amènent cette idée que l'on a et que l'on peut garder, que l'hypnose peut être quelque chose de dangereux. Alors, pas dans le sens direct, mais ça peut influencer à tel point les gens, sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, est-ce que les personnes qui déjà étaient pro-SS, pro-Hitler, pro-parti nazi, étaient pas déjà vendues à la cause? Bien sûr que si. C'est comme si c'est quelqu'un qui allait à un spectacle d'hypnose et qui disait « Moi, je veux monter sur scène », et qui a vraiment un fort taux d'hypnotisabilité, mais vu qu'il y avait aussi des personnes qui doutaient, qui savaient pas, qui voulaient venir voir, qui voulaient apprendre, qui voulaient comprendre, et en plus, bien sûr, on enlève tous les contextes économiques, les problématiques, les peurs qu'il y a, etc. Apprendre et développer tout un discours, une capacité à la propagande, je vous rappelle, Bernays, qui était le neveu de Freud, et celui qui a créé Propaganda, et on sait à quel point l'ensemble de la prise en compte de la psyché dans l'orientation idéologique, politique, et là on l'a encore avec les communicants qui parfois sont pas apparemment foufou avec les politiques, mais qui arrivent quand même avec
un ensemble de pubs où parfois les politiques, quand ils arrivent encore à être à peu près corrects à l'antenne ou à la radio, arrivent à développer, diffuser des choses. Même si aujourd'hui j'ai l'impression, mais j'ai peut-être tort, qu'ils sont moins bons sur le langage en tant que tel et la façon de présenter les choses qu'il y a d'autres générations, mais meilleurs dans la communication globale, générale, les images, les symboles, la fréquence, les rythmes, etc. Du coup, et pour conclure, il semble assez cohérent qu'inconsciemment on ait encore une espèce de peur, une espèce de côté de l'hypnose un peu vicelard, parce que derrière les grands hommes politiques du XXe siècle, qui ont fait beaucoup de morts, je reprends le tsar, Hitler, Staline, et je vous parle même pas, en France on avait aussi pas mal de choses, on sait que il y avait des hypnotistes, des mentalistes, des magiciens, et pas des mages dans le sens ésotérique, même si on pourrait parler de la société de Thulé, et du coup, il y a quelque chose qui se rapproche d'un pouvoir totalitaire, de prise de contrôle, de prise de pouvoir, et c'est réellement ce qu'on a avec l'hypnose. Ça peut prendre le pouvoir sur moi, sur le groupe, sur la pensée, etc., etc. Si vous avez des questions, des remarques, partagez, comme d'habitude, de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.